Les faits qui sont ici relatés se déroulèrent à une époque depuis longtemps révolue que l'on qualifia, mais a posteriori, de belle époque. C'était le temps du cinéma muet, des dames en crinoline, des messieurs en gibus. Les photographies étaient alors balbutiantes et donnaient du monde une représentation sépia ou magenta. Les peintres, bénis des dieux, disposaient pour quelque temps encore de l'insigne pouvoir d'être seuls capables de restituer aux êtres et aux choses les couleurs de la vie. La haute société s'étourdissait en fêtes somptueuses et en bals tourbillonnants. C'était le temps de l'insouciance. On ignorait que dans quelques années à peine, une guerre que l'on appellerait la Grande Guerre allait étendre son mortel linceul sur le monde. Lord Winchester venait tout juste de rentrer d'un long séjour aux Indes. Son superbe yacht à peine ancré en rade de Portsmouth, il avait convié à une grande fête donnée à son bord la fine fleur d'une société élégante et futile qui faisait les beaux jours des salons londoniens et continentaux. Les invités de marque répondirent en nombre à cette invitation. Des chaloupes, spécialement affrétées pour l'occasion, les conduisaient au navire, ce qui permit au major McAllister, notoirement connu pour son insistante galanterie, de faire un brin de cour aux jolies passagères ainsi convoyées. Lorsque tout le monde se trouva assemblé sur le pont, le spectacle offert par cette réunion de personnalités mondaines était éblouissant. Si les tenues masculines restaient, en ce qui concerne les civils tout au moins, d'une accablante et sombre monotonie, les parures féminines, en revanche, constituaient un régal pour les yeux. Robe à tournure ou robe princesse, elles déployaient des cascades éclatantes de soie, de mousseline, de dentelle, de volants et de rubans, tandis que le jeu savamment orchestré des éventails ponctuait les émotions, réelles ou feintes, de ces dames et demoiselles d'un monde privilégié. La fête battait son plein, et les conversations allaient bon train à une heure déjà bien avancée de la nuit, quand un cri affreux parvint de l'entrepont. On venait de découvrir dans une cabine le corps sans vie d'une femme. Il n'est nul besoin de préciser l'émoi que cette macabre découverte suscita chez les hôtes de la fête. Passés les premiers instants de stupéfaction, il fallut se rendre à l'évidence. Cette mort n'était pas accidentelle et un meurtre avait été commis à bord. Un médecin qui se trouvait parmi les invités déclara en effet, après avoir examiné le corps, qu'il s'agissait, sans le moindre doute possible, d'un empoisonnement, vraisemblablement causé par une substance versée dans le thé que la victime venait tout juste d'absorber. La nouvelle fit l'effet d'une bombe, et plusieurs dames défaillirent. Était-il possible que l'assassin se trouvât parmi les membres d'une si brillante assemblée ? Cela paraissait impensable. Tout aussi impensable fut l'incroyable coïncidence qui fit que, toujours parmi les invités, se trouvait le célèbre détective belge Hercule Poirot. Constatant que la mort n'était pas naturelle, et bien que sa présence en Angleterre ne fût en rien liée à une quelconque enquête, la tentation était pour lui trop grande pour qu'il résistât à l'excitante perspective de résoudre une affaire qui s'annonçait prometteuse. L'interrogatoire des membres de l'équipage et du personnel employé à l'occasion de la fête n'ayant apporté aucun élément probant, Hercule Poirot s'intéressa à la personnalité de la victime. Elle s'appelait Rose Kelly. On ne savait pas grand-chose de ses origines, sinon que son ascension sociale, favorisée par sa grande beauté, avait été fulgurante. Elle avait un temps tâté du théâtre et puis s'était tournée vers des activités mondaines qui l'avaient prestement propulsée sur le devant de la scène internationale. On murmurait que plusieurs têtes couronnées avaient à un moment donné obtenu ses faveurs et que, dans son salon londonien, politiciens et diplomates de premier plan avaient leurs entrées. À mesure que progressaient les investigations du détective,
il s'avérait que, parmi les invités présents sur le yacht, un bon nombre d'entre eux avaient d'excellentes raisons d'en vouloir à l'infortunée victime. Sa plus farouche adversaire était sans conteste Olga Karinskaya, une comtesse russe connue pour son langage fleuri, auprès duquel les pires jurons d'un cocher de fiacre ressemblaient d'une infinie délicatesse. On l'avait vue s'entraîner au tir, déclarant à qui voulait l'entendre qu'elle trouerait un jour la peau de cette traînée de roses qui avait éloigné d'elle le richissime prince Kropotkin. Il y avait le baron Fuchs, un banquier renommé, grand amateur du beau sexe. Ses largesses envers la belle l'avaient conduite à une faillite retentissante. Il y avait aussi le colonel O'Higgins. Il avait, pour les beaux yeux de rose, provoqué son meilleur ami en duel dont l'issue tragique l'avait profondément affecté. Il y avait encore Lady Wintermere, qui avait été ridiculisée en public alors que Rose s'affichait ouvertement au bras de son époux. Et la liste était longue des personnages influents et célèbres qui avaient quelque motif de contraindre l'encombrante Rose au silence éternel. Le nom du prince de Galles aurait même autrefois été prononcé sous le manteau. Hercule Poirot était perplexe devant une telle avalanche de candidats meurtriers potentiels. Il avait bien résolu quelque temps auparavant une ténébreuse affaire d'assassinat qui s'était déroulée à bord de l'Orient Express. Le meurtre avait été perpétré en commun par plusieurs personnes qui toutes avaient un compte personnel à régler avec la victime. Mais dans le cas qui nous préoccupe, la situation était tout autre. Trop de monde, trop de personnages illustres. Pouvait-on imaginer une réunion de toutes ces personnalités qui faisaient la une des journaux, dans le but de perpétrer le crime, chacune versant une goutte de poison dans le mortel breuvage? C'était absurde. Le flair infaillible qui avait fait la réputation du détective le poussait à considérer qu'il y avait forcément une autre piste qui devait conduire à l'identification du criminel. Il en était à ce stade de ses réflexions quand une aide imprévue vint conforter ses pressentiments. La petite nièce de Lord Winchester, que tout le monde appelait Miss Daisy, une petite fille intelligente, futée et vive, adorait, en dépit de son très jeune âge, jouer au détective. En compagnie de ses cousins et cousines, elle prenait un malin plaisir à se dissimuler dans les cachettes les plus improbables afin de surprendre les conversations des grandes personnes. L'occasion que fournissait cette fête était trop belle, et la joyeuse bande de petits garnements s'était égayée dans les coursives afin de satisfaire leur coupable passion. C'est ainsi que Miss Daisy avait surpris le commandant du navire en compagnie d'un individu qu'elle n'avait jamais aperçu auparavant, et leur conversation, qu'elle rapporta au détective, lui avait paru bien étrange, car les deux interlocuteurs s'exprimaient en allemand. Voilà qui était bien singulier et donnait à l'affaire une toute autre dimension. Hercule Poirot se souvint alors avoir assisté à une scène que son instinct toujours en éveil s'était refusé à considérer comme anodine. Il avait aperçu le commandant assis sur un banc, absorbé dans une profonde discussion avec un membre de son équipage. À quelques pas d'eux, se tenait une jeune femme qui observait le rivage avec des jumelles. Le détective s'était alors fait la réflexion que l'attention de la jeune femme se concentrait beaucoup moins sur le paysage que sur la conversation des deux hommes et que ces jumelles n'étaient en fait qu'un prétexte pour se rapprocher à bonne distance. Il décida sur le champ de retrouver cette jeune femme. L'ayant retrouvée, il se présenta, ce qui n'engendra aucune surprise de la part de la personne en question qui déclara s'appeler Grace Collingwood et être avertie de la présence à bord du détective. Elle se montra même ravie de l'aide qu'Hercule Poirot pouvait apporter, car, sans en révéler davantage, elle lui confia qu'elle aussi œuvrait à la résolution de cette affaire. Les visées hégémoniques de Guillaume II constituaient une menace sérieuse pour l'Empire britannique,
et, au retour de la mission qu'il avait effectuée aux Indes, Lord Winchester était impatiemment attendu par le cabinet à Londres afin de relater ce qu'il avait constaté lors de son séjour. Les services secrets avaient entre-temps eu vent d'une menace sur sa personne et découvert que quelques membres de son équipage, dont le commandant, étaient à la solde de Berlin. Il fallait donc agir vite, et Grace Collingwood se trouvait à bord pour évaluer l'imminence du risque. C'est alors que le meurtre de Rose Kelly était venu compliquer la situation. En quoi était-il lié au complot visant Lord Winchester ? Il fallait agir vite car il était impensable de retenir à bord d'aussi illustres personnages. La comtesse von Stieglitz n'avait d'ailleurs pas manqué de remarquer haut et fort que l'on accordait bien trop d'importance au décès d'une courtisane. Interrogée à nouveau par le duo d'enquêteurs, la femme de chambre de Lord Winchester finit par admettre que son maître avait demandé qu'on lui portât à son bureau un thé pour 2 personnes. Alors qu'elle finissait de préparer la boisson, elle avait été distraite par une demande d'un marin du bord. Revenue auprès de son plateau, elle avait aperçu une femme de type asiatique qui sortait prestement de la pièce. Il n'en fallut pas plus à Hercule Poirot pour comprendre que le marin en question était celui auquel le commandant s'était adressé. Quant à la femme asiatique, ce ne pouvait être que Miyako Yoshida, une japonaise qu'il avait reconnue au cours de la fête et qu'il connaissait bien pour l'avoir croisée à l'occasion de diverses affaires d'espionnage. Elle avait la réputation de travailler pour le plus offrant et sa présence lors d'une cérémonie n'augurait jamais rien de bon. Le duo se mit immédiatement à la recherche des 2 suspects. Malheureusement, en dépit d'une fouille minutieuse des moindres recoins du navire, il fallut se rendre à l'évidence. La japonaise et son acolyte s'étaient volatilisés. Restait à clarifier la raison pour laquelle la belle aventurière avait finalement payé de sa vie un complot visant Lord Winchester. Ce dernier, après que le duo d'enquêteurs lui eut fait part de ses découvertes, se montra très affecté. Il ignorait tout de la trahison de son commandant qui fut arrêté sur le champ pour être transféré à Londres et interrogé par les services secrets. Mais la mort de Rose Kelly le désolait encore plus. Il était de notoriété publique que ses relations avec Lady Winchester étaient devenues exécrables au fil des années, en conséquence de quoi il avait entamé depuis quelque temps une relation passionnée avec Rose. Après sa longue absence, les 2 amants devaient se retrouver dans son bureau pendant la fête, et c'est pourquoi il avait commandé que l'on servît du thé. Lorsque la femme de chambre avait pénétré dans la pièce, elle ignorait la présence de Rose, dissimulée derrière un paravent. Le sort voulut ensuite qu'une dépêche urgente de l'amirauté nécessite la présence de Lord Winchester pendant un court instant auprès de l'officier en second. Lorsqu'il revint, Rose avait perdu la vie et il avait lui-même échappé à une mort atroce et foudroyante. Il était facile d'imaginer la suite des événements. Ne pouvant laisser découvrir le corps dans son bureau, il l'avait, avec l'aide de son fidèle second, porté dans une cabine où l'on devait ensuite faire la macabre découverte. Inutile de préciser que la plus grande discrétion fut demandée aux enquêteurs en ces tristes circonstances, et les journaux ne relatèrent que la mort accidentelle d'une passagère au cours d'une brillante soirée donnée à bord du yacht. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'embarcation, Hercule Poirot s'arrêta longuement devant une toile de maître représentant Lord and Lady Winchester en compagnie de leurs 2 enfants. Leur fille, Marianne, encore bébé dans les bras de sa mère, et leur fils, Archibald, assis près de son père, le chien Balthazar à ses pieds. Lord Winchester, adossé à un petit muret de pierre dans le style romantique, était en tenue de ville, mais avec des bottes de cheval et tenait fièrement une cravache à la main dont il semblait tester la flexibilité sur ses cuisses.
Les deux époux se tenaient à une distance respectable l'un de l'autre, et ce qui frappait dans ce tableau et qui attirait l'œil irrésistiblement, car situé très précisément au centre géométrique de l'œuvre, c'était la présence, dans un plat à dessert, d'une poire coupée en son milieu en deux portions égales. Qu'avait donc voulu signifier l'artiste en plaçant là ce fruit bien en évidence? L'expression « couper la poire en deux » commençait tout juste à se répandre. Lord Winchester entendait-il signifier par ce détail insolite que son domaine et celui de son épouse étaient bien distincts et équitablement répartis? C'est en méditant sur ce grave sujet qu'Hercule Poirot quitta définitivement le Neuilly. Pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot. La lune qui s'efface couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, d'un nuage